j'ai fait un post sur LinkedIn qui a complètement explosé les vues. Je crois que j'ai 1 500 000 vues, quelque chose dans ce goût-là. Je sais pas, 4 000, 5 000, 6 000 commentaires, c'était du grand n'importe quoi. Donc un très très bon post d'un point de vue engagement, d'un point de vue visibilité. Le contenu, il y avait rien de vraiment très très particulier, si ce n'est que ça prenait tous les codes, tous les éléments qui prédisent un post qui fait du buzz. On parlait d'émotion, on parlait d'une personne célèbre, on parlait d'actualité, on parlait de féminisme sur LinkedIn. Ça donnait un combo qui avait toutes les chances de faire le buzz. Ça a fonctionné. 1 500 000 vues, je vous disais, je sais plus, des milliers et des milliers de likes, de commentaires, à ne plus savoir qu'en faire. Nombre de ventes, nombre même de contacts pris pour discuter de mes offres. Vous vous en doutez, 0. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, structurer leur marketing et obtenir des résultats sans complexifier. Alors chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Imaginons que vous créez du contenu. Vous publiez régulièrement, vous avez des contenus qui génèrent des vues, qui vont faire des likes, vous allez avoir des commentaires. Votre audience grandit gentiment. Sur le papier, tout fonctionne. Sauf que les ventes, elles ne suivent pas. Un schéma que je vois très régulièrement, c'est quelqu'un qui va publier régulièrement, qui va créer du contenu, qui va avoir des vues, qui va avoir des likes, des commentaires même, une audience qui grandit gentiment. Donc sur le papier, tout fonctionne super bien, sauf que les ventes, elles ne suivent pas. Ça, c'est une situation qui revient vraiment souvent, qui est faite avec des entrepreneurs, des créateurs, des gens qui sont dans le marketing, donc des gens qui maîtrisent complètement les codes du contenu. Ils savent attirer, ils savent capter l'attention, ils vont créer même souvent une vraie relation avec leur audience, mais au moment de transformer cette relation en chiffre d'affaires, il y a un truc qui bloque. Le problème, il ne vient pas de la capacité à créer du contenu, il vient de la façon dont ce contenu est présenté dans une stratégie globale. Dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi votre contenu attire mais ne vend pas. Et surtout, on va regarder comment corriger ça sans vous obliger à devenir agressif et sans sacrifier la valeur que vous apportez. C'est parti. Le problème numéro 1 en général, c'est que vous optimisez pour la visibilité, pas pour l'intention d'achat. La majorité des stratégies de contenu, elles sont faites pour un objectif implicite, c'est faire des vues. Donc, pour faire des vues, vous allez évidemment choisir vos sujets en fonction de ce qui va marcher. Vous allez aussi adapter vos formats en fonction de l'algorithme, selon la plateforme sur laquelle vous publiez. Vous allez tester, par exemple, des accroches qui fonctionnent. Vous allez faire en sorte, en fait, de maximiser votre portée. Et ça fonctionne. Sauf que le problème, c'est que la visibilité, ça ne veut pas dire du business. Un contenu, il peut être super performant en termes d'audience, tout en étant absolument nul pour générer des ventes, parce qu'il va en fait attirer les mauvaises personnes ou parce qu'il attire peut-être les bonnes personnes, mais pas au bon moment. Quand vous parlez de sujets trop larges, trop généralistes, vous allez capter ce qu'on appelle une audience froide, c'est-à-dire une audience qui est peut-être curieuse, qui est peut-être intéressée par votre sujet, mais qui en tout cas n'est absolument pas prête à acheter. Vous devenez en fait une sorte de source d'information. C'est bien d'être une source d'information, mais vous n'êtes pas la solution à un problème, ou en tout cas pas la solution à un problème qui est urgent pour cette audience. L'intention d'achat, elle se situe ailleurs, elle se situe au moment où une personne va rechercher une réponse concrète à un problème précis. Quand cette personne est dans une phase de décision et pas de découverte, là on est dans l'intention d'achat. Si votre contenu, il n'adresse jamais ce moment-là, il ne peut pas convertir. C'est aussi simple que ça. La vraie question, en fait, c'est pas comment est-ce que je fais pour faire plus de vues. La vraie question, c'est est-ce que mon contenu parle à quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Le deuxième problème, c'est ce qu'on nous a appris sur l'engagement. On nous a appris à regarder les likes, à regarder les commentaires, à regarder, les partages. C'est normal, ce sont des indicateurs qui sont visibles, qu'on trouve immédiatement, et puis qui sont valorisants, c'est les fameuses vanity metrics. Mais ce sont aussi des données qui sont trompeuses. Un contenu qui va faire beaucoup de réactions, c'est pas forcément un contenu qui vend en réalité.
c'est bien souvent l'inverse parce que les contenus qui vont susciter le plus d'engagement, ben, ça va être des contenus typiquement qui divertissent, qui inspirent ou qui font réagir. C'est typiquement les contenus qui ne déclenchent pas la décision d'achat. Pourquoi? Parce que l'achat, c'est un acte autant émotionnel que rationnel. Il demande de la clarté, il demande de la projection, il demande de la confiance, il demande de la sérénité. Ça se fait pas dans un scroll rapide entre deux posts comme ça alors qu'on n'est pas prêt. Une décision d'achat, ça se construit. Je vous donne un exemple. Je pense que c'était il y a 2 ans, j'ai fait un post sur LinkedIn qui a complètement explosé les vues. Je crois que j'ai 1 500 000 vues, quelque chose dans ce goût-là. Je sais pas, 4 000, 5 000, 6 000 commentaires, c'était du grand n'importe quoi. Donc un très très bon post d'un point de vue engagement, d'un point de vue visibilité. Ce post, si vous voulez vous amuser à remonter l'historique, je sais pas si on peut le voir encore. C'était un post sur Rihanna quand elle a fait sa performance au Super Bowl. Le Super Bowl aux États-Unis, c'est le plus grand événement, en tout cas on dit que ça l'est, le plus grand événement mondial en termes de visibilité. Donc on avait notre fameuse Rihanna qui chantait seule au Super Bowl et qui, elle ne l'avait pas encore annoncé, était enceinte. Donc on voit discrètement un petit baby bump sur son show. Donc je fais un post, moi surprise, en me disant tiens, je n'avais pas en tête qu'elle était enceinte, c'est génial, elle fait le Super Bowl qui est le plus gros événement mondial en termes de communication, de visibilité. Et c'est une femme enceinte qui le fait. C'est formidable. Ça veut dire, ça donne le message que c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on peut pas travailler, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on peut pas être performante. Typiquement, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on peut pas avoir une promotion. Pourquoi pas? Enfin, je tirais un peu le fil. Je le faisais pas de façon ultra féministe. C'était vraiment un post que j'ai écrit sur le moment en 5 minutes, je crois, un dimanche matin. Enfin, c'était vraiment dans ce goût-là. Pas du tout quelque chose de préparé. C'était vraiment mon émotion sur le moment de partager avec ma fille que, eh ben voilà, regarde, c'est formidable, on peut être la femme qui va être la plus vue aujourd'hui dans le monde et être enceinte, c'est génial. Voilà le contenu. Il n'y avait rien de vraiment très, très particulier, si ce n'est que eh ben, ça prenait tous les codes, tous les éléments qui prédisent un post qui fait du buzz. On parlait d'émotion, on parlait d'une personne célèbre, on parlait d'actualité, on parlait de féminisme sur LinkedIn. Ça donnait un combo qui avait toutes les chances de faire le buzz. Ça a fonctionné. 1 500 000 vues, je vous disais, je ne sais plus, des milliers et des milliers de likes, de commentaires, à ne plus savoir qu'en faire. Nombre de ventes, nombre même de contacts pris pour discuter de mes offres. Vous vous en doutez, 0. Et c'est logique parce que ce poste n'avait absolument rien à voir avec mon offre. À l'époque, mon offre était principalement sur de la formation, un petit peu sur du conseil. Maintenant, c'est l'inverse, c'est plus sur le conseil, moins sur la formation, mais peu importe. Il n'y avait aucun lien avec mon activité en marketing. C'était véritablement un poste de voilà ce que j'ai ressenti avec ma vision vis-à-vis de la société. Mais enfin, globalement, ça n'avait rien à voir avec du marketing. Donc, c'était logique, c'est décorrélé de l'offre. Les gens ne font pas le lien. Il n'y a pas de lien créé d'un point de vue business, alors que on parle de 1 million, oui, c'est ça, 1 500 000 vues de mémoire. En tout cas, c'était dans cet ordre-là. Donc, mon propos, il est de dire, vous pouvez créer un post qui va faire plein de likes et 0 client. À l'inverse, on peut tout à fait avoir un post qui va avoir peut-être 10, 15, 20 likes, mais qui va vous générer 3 ventes. La différence, elle va être sur l'intention que ce post va venir activer. Quand vous vous focalisez sur l'engagement, vous entraînez votre cerveau à produire ce qui plaît, pas ce qui va convertir. En fait, vous allez optimiser pour la dopamine, pas pour le revenu. Rihanna, son baby bump, féminisme, dopamine, revenu, c'est sur un post qui fait le lien avec le marketing. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer littéralement l'engagement, ça veut dire qu'il faut le remettre à sa juste place. L'engagement, c'est un signal d'attention, pas un indicateur de performance business. La vraie métrique à regarder, c'est est-ce que ce contenu rapproche votre audience de votre offre. Deuxième grosse problématique, c'est les ruptures dans le parcours de conversion. On a beaucoup de gens qui vont créer un contenu qui est absolument excellent pour attirer, pour créer du lien. Ils vont inspirer, ils vont éduquer, ils vont raconter des histoires,
mais ils vont oublier un élément qui est absolument fondamental, c'est la direction. Votre audience, elle va consommer votre contenu, a priori elle vous apprécie, peut-être qu'elle apprend des choses, mais elle ne comprend pas clairement ce que vous vendez. Ou alors pire, elle ne fait pas le lien entre votre contenu et votre offre. C'est là une erreur stratégique absolument majeure. Chaque contenu devrait implicitement répondre à une question: pourquoi est-ce que je devrais travailler avec vous? Si vous parlez de sujets qui sont trop éloignés de ce que vous avez à offrir, eh ben vous allez créer de la dissonance. Votre audience, elle vous suit pour une chose, mais vous lui vendez autre chose. Résultat, elle ne se projette pas. Votre contenu, il doit préparer la vente. Pas en étant nécessairement ultra promotionnel, mais en étant aligné. En fait, il doit démontrer que votre expertise existe sur les problèmes que votre offre résout. Il doit créer, c'est super simple, de la cohérence. Quand quelqu'un découvre votre offre, il ne doit pas être surpris en fait. Il doit se dire: ah bah oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin et c'est évidemment exactement, ça correspond à ce que j'ai vu dans son contenu. Donc je sais que cette personne est la bonne personne. Autre erreur, c'est une absence de pont entre le contenu gratuit et la proposition commerciale. C'est probablement le point le plus critique. En gros, vous créez du contenu, vous apportez de la valeur, vous construisez une audience formidable, mais vous ne faites jamais le lien explicite avec votre offre. En fait, ce que vous faites, c'est que vous espérez que les gens le feront tout seuls, comme des grands, qu'ils vont aller sur votre profil, qu'ils vont comprendre d'eux-mêmes, et puis qu'ils vont venir vous contacter. Dans la réalité, je vous le dis, ça n'arrive presque jamais. Parce qu'il y a une bonne raison pour ça, c'est que notre attention, elle est absolument fragmentée. Votre audience, tous les jours, elle va consommer des dizaines et des dizaines de contenus. Du coup, elle n'a pas le temps de deviner ce que vous faites, ce qu'il faut faire, comment faire. Si vous ne faites pas de pont, il n'y aura pas de conversion. Bon, mais d'accord, mais vous allez me dire, c'est quoi exactement, Estelle, un pont? Un pont, c'est un mécanisme qui va guider votre audience vers l'étape suivante. Alors, ça peut être un appel à l'action, ça peut être un lead magnet, ça peut être une invitation à en savoir plus. Ce pont, il doit être naturel, il doit être cohérent avec votre contenu, et puis il doit être aligné avec le problème que vous abordez. Vous n'êtes pas en train de forcer la vente, vous êtes en train de faciliter le passage à l'action. Vous êtes en train de montrer le chemin à la personne pour qu'elle puisse elle-même choisir. Le choix, c'est est-ce que oui ou non, cette personne a envie de travailler avec vous. Si vous ne faites pas ce lien, votre contenu, il va rester isolé. Il va certes créer de la valeur, mais il ne s'inscrit pas dans un système qui va venir générer du chiffre d'affaires. Bon, mais alors comment est-ce qu'on fait justement pour transformer cette attention en chiffre d'affaires? Première chose, on va venir introduire des mécanismes de conversion. Ça, c'est un vrai problème que je vois partout. Alors, c'est peut-être même un problème encore plus français parce que les Américains ont moins de mal que nous à le faire. Il y a beaucoup de gens qui vont venir créer de la valeur, mais qui hésitent à intégrer des éléments de vente dans leur contenu. Parce que, en France, on a peur de passer pour des gros vendeurs, des gros commerciaux, trop pushy, qu'on va être trop agressif. Ce qu'on veut, c'est préserver la qualité, bien sûr. C'est avoir l'air généreux. On va pas se mentir. Et puis, c'est garder cette fameuse confiance qu'on a mis tant de temps à construire. C'est une bonne intention, sauf que, au final, ça devient contre-productif parce que vendre, ça n'est pas manipuler. Il faut vous mettre ça dans la tête. On croit souvent que c'est très méchant de vendre. Non, c'est pas méchant du tout de vendre. Vendre, c'est aider quelqu'un à passer à l'étape suivante. Un bon mécanisme de conversion. Il va pas venir casser la valeur, il va venir la prolonger. Je vous donne un exemple. Si vous proposez une méthode dans votre contenu gratuit, vous allez pouvoir proposer un template pour permettre de l'appliquer. Vous faites avancer la personne dans ce fameux chemin. Si, par exemple, vous expliquez un problème sur un podcast, sur un réseau social, peu importe, vous expliquez un problème dans le détail, vous pouvez proposer un accompagnement pour le résoudre. Vous avez le droit, c'est l'étape suivante, c'est l'étape logique. La clé, c'est d'avoir de la continuité. Votre contenu gratuit, il doit naturellement amener vers votre offre ou en tout cas rapprocher de votre offre comme une suite logique, surtout pas comme une rupture. Et puis surtout, vous devez assumer cette posture. Vous n'êtes pas là juste pour informer, vous êtes là pour transformer. Quand votre audience comprend que votre contenu, c'est un point d'entrée
vers quelque chose de plus profond, de plus structuré, quelque chose qui va l'aider à se transformer, eh bien la conversion, elle devient naturelle. En fait, ce qu'il faut, c'est penser votre contenu comme un tunnel, pas comme une fin en soi. Le changement de mindset, il est clairement ici. Si vous voyez chacun de vos contenus comme des pièces isolées, ben vous allez passer à côté de son potentiel. Vous allez créer des opportunités, c'est génial, mais vous n'aurez aucun système pour réexploiter ces opportunités. Un contenu qui est performant, ça ne doit pas être une fin, c'est juste une porte d'entrée vers la suite. Vous devez penser votre stratégie comme un tunnel d'acquisition, avec des étapes, comme le fameux tunnel d'acquisition qu'on a sur un site internet. Vous avez des éléments pour attirer, des éléments pour qualifier, des éléments pour engager, des éléments pour convertir. En fait, on a certains contenus qui vont venir attirer une audience large, on va avoir du contenu qui va venir au contraire filtrer cette audience, on va avoir des contenus qui vont venir éduquer en profondeur, et puis certains autres contenus vont venir préparer la décision. Tous vos contenus n'ont pas le même rôle. Et quand vous structurez votre stratégie de contenu, vous devez le faire de façon ultra consciente. Vous devez créer un parcours avec votre contenu. En fait, vous accompagnez votre audience. Vous n'êtes pas là seulement pour attirer son attention, vous êtes là pour lui montrer un chemin. Et surtout, c'est vous qui reprenez le contrôle. Quand vous faites ça, vous ne dépendez pas uniquement de l'algorithme ou de la viralité, si vous êtes sur un réseau social notamment. Vous allez construire un système qui va transformer l'attention de l'audience en opportunité concrète. C'est là que votre contenu, il arrête d'être un centre de coût et devient un levier de croissance. Bon, alors je vous résume. Votre contenu, il attire peut-être déjà du monde. C'est une très bonne nouvelle. Bravo. Mais ça ne suffit pas. Si vous optimisez uniquement pour la visibilité et l'engagement, vous allez certes construire une audience, mais vous n'allez pas construire un business. Si vous ne créez pas un lien qui est clair entre votre contenu et votre offre, vous allez laisser le prospect dans le flou et c'est pas à lui de clarifier les choses. Si vous ne structurez pas votre contenu comme un parcours de vente, vous allez perdre des opportunités à chacune de vos publications. Je vous raconte pas le temps perdu. La bonne nouvelle, c'est que tout ça se corrige. Vous pouvez continuer à créer un contenu de qualité tout en intégrant des mécanismes de conversion. Vous pouvez rester authentique en étant stratégique et vous pouvez apporter de la valeur tout en générant du chiffre d'affaires. La clé, c'est l'intention. Donc à partir de maintenant, je vous propose de vous poser 2 questions. Première question, est-ce que ce que je publie, ça rapproche vraiment mon audience de mon offre? Et deuxième question, est-ce que j'ai un objectif de parcours dans ce contenu? Si la première question, vous dites non, ça rapproche pas de mon offre, vous pouvez redémarrer depuis le début, il y a un problème. Et si à la deuxième question, vous n'avez pas réussi à lui attribuer un objectif, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de créer ce contenu, vous perdez du temps. Donc, 2 questions. Est-ce que ce contenu rapproche mon audience de mon offre? Deuxième question, est-ce que j'ai un objectif clair sur ce contenu dans mon parcours? Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast du marketing, le meilleur moyen de le faire, c'est de partager cet épisode ou de partager le podcast avec quelqu'un que ça pourrait intéresser, un responsable marketing ou un dirigeant d'entreprise qui a besoin du marketing pour développer son activité. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir mon travail. Je vous dis à très vite.